intransigeance. Il arrive en pays conquis, disons. Hein. Et donc, c'est vrai que son intransigeance attise les choses et les révoltes et les ressentiments. Alors, Carpathia est une fiction, un roman d'aventure, je dirais, avec des bagarres, des batailles, du suspense, mais aussi un roman historique qui appuie le récit sur une documentation très précise concernant la Transylvanie, avec la mosaïque de nations qui la peuplait, les Magyars, les Sicules, les Saxons, les Roumains, les Tziganes, enfin, tous ces gens-là sont évoqués d'une manière très très précise. Les conflits ethniques, les incompréhensions linguistiques aussi, les conflits sociaux, etc., etc. Donc il y a l'histoire, il y a la géographie, on reconnaît des localités qui sont nommées là en hongrois, mais on reconnaît Mouvrège, Regil, Bistrica, et puis des passages descriptifs avec toujours dans le contexte du contraste entre la puissance hongroise et la pauvreté roumaine de l'époque dans cette région. Alors on pourrait lire aussi pas mal de passages qui sont intéressants. Je voudrais vous lire quelques lignes simplement qui concernent un Roumain, Traian Olteanu. La grande passion de Traian Olteanu était l'idée de la nation roumaine. Il voyait beaucoup plus loin que les quelques ecclésiastiques orthodoxes de Transylvanie qui, dans leur défense des Valaques, étaient timorés et imprégnés jusqu'à la moelle de respect pour toutes les autorités. Ces religieux bien intentionnés réclamaient timidement un rachat du servage. Ils aspiraient tout au plus à l'égalité des droits avec les trois nations féodales, les nobles magyars, les bourgeois saxons et les paysans soldats séclaires. Alors que les Valaques représentaient à eux seuls plus de la moitié de la population transylvaine. Non, pour Traian Olteanu, la Transylvanie était une terre roumaine, comme la Moldavie et la Valachie, et la Bessarabie et la Dobroudja. Une terre roumaine comme toute terre habitée et cultivée par des Roumains, etc. etc. La revendication nationaliste, bien sûr, des Valaques, des Roumains de Transylvanie. Donc, voilà, on pourrait lire beaucoup d'autres passages à propos des rumeurs, des rivalités. Il y a aussi Vlad Tepes qui était évoqué, bien sûr. En tout cas, c'est un gros roman, je le dis tout de suite, mais un gros roman à rebondissement, avec des références historiques, géographiques, humaines, qui sont toutes intéressantes. Voilà, alors, je signale aussi, je l'ai signalé, je crois, dans la bibliographie, Eugène van Nitterbeek. Alors, c'est un poète, Eugène van Nitterbeek, qui est mort en 2012, assez récemment, qui est un écrivain belge d'origine flamande, mais de langue française, a été professeur de littérature française à l'université Lucien Blaga de Sibiu. Et donc il a longuement séjourné à Sibiu, et il a laissé de nombreux essais, notamment sur Sioran, il était spécialiste de Sioran, mais aussi plusieurs recueils poétiques. Donc il a écrit de la poésie à Sibiu ou dans la campagne environnante, qui évoque cette campagne roumaine, tout en nuances, une poésie mélancolique qui chante la nature et la solitude. Alors il ne cite pas forcément, mais je vous signale, il ne cite pas, il ne dit pas je suis en Roumanie, etc., etc., mais on reconnaît bien le paysage et puis l'atmosphère. Donc j'ai cité, là j'ai noté un hiver à Cisnodiora, donc qu'on peut trouver éventuellement. Voilà, et puis, alors il y aurait beaucoup d'autres choses à dire dans le domaine de la fiction, mais j'avance, il faut que je finisse quand même, pour qu'on puisse en discuter. Donc vous verrez là, dans la bibliographie le petit bol de porcelaine bleue de Françoise Legendre qui évoque la séparation familiale d'un jeune garçon sous la dictature des années 80, ou bien Extase pour une infante roumaine de l'écrivain belge Marcel Moreau, histoire d'un amour fou d'un homme pour une jeune femme. Voilà, d'autres encore que je ne connais pas forcément, que vous connaissez peut-être, alors on pourra en parler tout à l'heure. Et j'en arrive à mon troisième point, mais qui sera beaucoup plus rapide, que j'intitule en gros une Roumanie de fiction, c'est-à-dire des ouvrages qui situent leur action dans un pays imaginaire, dont certains aspects sont visiblement inspirés, sans y référer ouvertement, par la Roumanie, en même temps parfois que par d'autres pays.
un peu, si vous voulez, comme la Sildavie et la Bordurie des albums de Tintin, vous connaissez dans Le Sceptre d'Ottokar et l'affaire Tournesol. Voilà. Alors, il y a notamment la Caronie. Alors la Caronie, j'en avais... Ah ben, j'en ai deux petites cartes, on peut les faire circuler. La Caronie est un pays imaginaire, ça peut circuler entre les... Voilà. Imaginé par Renaud Camus, donc Renaud Camus dans Roman Roi, hein, ce roman qui date de 1983. Alors, ce pays dont le récit relate l'histoire pendant la première moitié du XXe siècle s'insinue entre, vous le voyez sur la carte, la Tchécoslovaquie, la Pologne, l'URSS, la mer Noire, la Roumanie et la Hongrie. Mais comme par hasard, la forme du pays, vous voyez, revêt exactement, enfin, celle de la Grande Roumanie. Hein, c'est ça. Donc, alors il y a des provinces, Bassie, Moldavie, Silvestrie, etc., etc. Et son histoire, l'histoire de ce pays, emprunte beaucoup à celle de la Roumanie. C'est un royaume qui va être en proie à la montée du fascisme, puis à l'invasion nazie, puis à la mainmise soviétique pour devenir la République populaire de Caronie, avec un roi d'abord très jeune, et puis ensuite bon, qui va devoir démissionner après sous le soviétisme, etc. Donc, qui ressemble beaucoup au dernier roi. L'art de Renaud Camus. Alors Renaud Camus, c'est un auteur qui depuis a malheureusement mal tourné. Enfin, bon, fort mal tourné, enfin, il est devenu fasciste, antisémite, etc. Bon. Et cet art consiste donc à s'emparer d'une histoire qu'il connaît bien, une histoire est-européenne, pour bâtir à la fois donc un pseudo-document plein d'enseignements et une destinée exceptionnelle, celle du roi Roman, je ne sais pas comment l'appeler, Roman ou Roman, si vous voulez, dont le livre suivant, d'ailleurs, Roman Furieux, ou Roman Furieux, raconte la suite qui est faite d'exil, de voyage, etc. Donc c'est une sorte de roman historique, mais aussi roman d'amour, roman d'amitié, d'aventure, d'émotion, et comme vous le devinez, fortement inspiré par la Roumanie. Un autre pays imaginaire, la Varsovie, où se déroule l'action du tout récent et premier roman de Frédéric Verger, Ardennes, publié en 2013, prix Goncourt des lycéens. Je me suis trompé dans la bibliographie, c'est pas prix Goncourt des lycéens, c'est prix du premier roman 2014. Voilà, donc j'ai confondu. Et il a eu le prix du premier roman 2014. Alors cette Varsovie, dont le nom figure aussi dans la version française d'une opérette, la Veuve Joyeuse. Dans la version française de la Veuve Joyeuse, il y a, de Franz Lehár, il y a la Varsovie. Et c'est un clin d'œil, parce que les deux protagonistes du roman de Frédéric Verger sont des compositeurs d'opérette, entre autres, enfin, c'est leur passion. Alors cette Varsovie, donc, se situe, j'ai pas de carte là, je vous dis que peut-être que c'est marqué dans le roman, entre la Hongrie, la Roumanie et l'Ukraine. C'est un grand-duché, une sorte de Monaco des Carpates, dit l'auteur, dont les forêts montueuses font penser à celle du Marabourèche, en gros, hein, c'est un petit peu situé comme ça, me semble-t-il. Ou la Bucovine, oui, mais il n'y a pas de monastère, il y a des petites villes, enfin bon, voilà. Donc, enfin, je ne résumerai pas cette histoire d'amitié c'est une histoire d'amitié entre le propriétaire d'un grand hôtel, le grand hôtel d'Ardennes, le nom rappelle d'ailleurs Ardéal, enfin, me semble-t-il. Donc l'amitié entre ce propriétaire d'hôtel et un tailleur juif. Alors tous deux vont résister aux méfaits de ce que l'auteur appelle la Garde Noire, alliée aux SS qui ont envahi le pays. Donc Ardennes est il y a tout ça, d'autant plus qu'il y a un juif, donc ils vont monter un orchestre avec des juifs, ils vont se cacher, enfin il est une histoire assez picaresque, je dirais, et pittoresque. Et Ardennes, c'est un roman foisonnant,
alors plein de réminiscences, mais aussi de truculence, de péripéties, d'imagination, de violence, de tendresse. Et alors, s'il fait penser à la Roumanie, c'est pas seulement géographiquement ou historiquement, c'est aussi, me semble-t-il, par son style. C'est un auteur français, mais il y a un style qui est un peu celui d'une certaine littérature d'Europe orientale ou centrale, un mélange de réalisme social et de fantastique légendaire, un peu Cartarescu, enfin un peu des auteurs comme ça. Vous voyez, donc il y a ce style-là qui est un peu roumain, je dirais. Voilà. Autrement, alors, très rapidement, merci, un ouvrage que je n'ai pas lu, je l'ai reçu hier, mais je l'ai ajouté dans la bibliographie. L'ouvrage de Anne-Sylvie Salzman, Dernière nouvelle de Streni, qui se situe aussi, dont l'action se situe en Europe orientale, mais entre Balkans, Carpates, mer Noire, et le Streni est un pays évidemment imaginaire, mais qui doit quelque chose à certains pays des Balkans et aussi à la Roumanie. Enfin, un peu entre Monténégro, Serbie, Roumanie, vous voyez, enfin, ces pays-là. Et puis, c'est un petit peu ce qu'on trouve, pour finir avec cette bibliographie, chez Alain Gerbert. Alain Gerbert, qui est un auteur prolifique, enfin, qui est spécialisé dans les personnages, dans le jazz maintenant, enfin, depuis longtemps. Et il a écrit un cycle de romans, vous voyez, Millénia ou la Maison du Silence, Une citadelle de sable, etc., qui se situe dans une Europe orientale imaginaire, et certaines atmosphères font penser un petit peu à celle de la Roumanie. Voilà. Alors, tout ça pourrait être complété, bien sûr, par d'autres références littéraires, soit dont je n'ai pas connaissance, ou que j'ai oublié, ou que j'ai négligé. Enfin, je suis preneur, bien sûr, de toute référence. Alors, j'aurais pu aussi évoquer les relations directes ou épistolaires entre des écrivains français et des Roumains, bon, depuis Lamartine, ou Victor Hugo, ou Jules Michel, enfin, Michel, je l'ai évoqué, ou bien Romain Roland avec Panaïtis Strati, etc. Mais c'est un autre sujet, ça. Alors, pour conclure, peut-être 2-3 mots, je me contenterai donc de quelques mots caractérisant ce que la littérature française laisse entrevoir, à mon avis, mais on pourra en parler, de la Roumanie du passé et du présent, le pittoresque, voire l'exotisme, bien sûr, lié à la situation géographique, au mode de vie d'un pays d'Europe situé entre Orient et Occident, au carrefour de plusieurs nations, de plusieurs cultures, empreint d'une tradition sans doute plus prégnante qu'en Occident. Le mystère aussi, hein, le mystère qui est entretenu par des légendes, bien sûr, souvent venues de Transylvanie, ou le mythe envahissant et ressassant de Dracula, bien sûr, j'en ai pas beaucoup parlé, donc c'était pas la peine. La vision stéréotypée, il faut bien le dire aussi, parfois négative, liée à la méconnaissance du pays réel, hein, surtout au XIXe siècle, au début du XXe parfois. Et puis l'histoire politique, qui est un gros sujet, enfin qui fait un gros sujet littéraire. Alors, concernant bien sûr la période communiste, la période de la dictature de Ceausescu, mais aussi les années qui ont suivi la chute de Ceausescu, avec les ambiguïtés de la liberté retrouvée, des manœuvres politiques, et puis aussi les années qui ont précédé, les années de l'entre-deux-guerres, qui mettent en relief ce passé complexe de la Roumanie, hein, ce passé compliqué, je dirais, au carrefour de différentes cultures. Voilà. Alors tout ça, c'est très schématique. Ça reste à développer, à approfondir. Mon propos était simplement d'amorcer une réflexion avec vous, de trouver des pistes, de montrer que la Roumanie, qui a tant apporté à la culture française, est aussi une riche matière d'inspiration littéraire. Merci. Monsieur Long, merci beaucoup pour cette conférence docte et très académique. Vous êtes exactement dans le profil que notre association veut acquérir et souligner. Vous savez que nous sommes répertoriés comme société savante française et votre conférence
est donc extrêmement bienvenue et rentre dans ce cadre. Je ouvre le débat. Je suis sûr qu'il y aura plein de questions. D'ailleurs, votre conférence, en attendant que ceux qui veulent prendre la parole se manifestent, je remarquerai juste une chose, que vous apportez un peu de l'eau au moulin de ce qu'on vient de dire. Je me lance à nouveau dans cet aspect politique d'aujourd'hui. Le New York Times a souligné que l'événement des élections roumaines est le plus remarqué événement qui a eu lieu en 2014 dans l'Union européenne, et que ça a souligné la maturité et la qualité de l'électorat roumain. Et ça, c'est tout de même une chose assez exceptionnelle. Et votre prestation qui met en évidence aussi l'intérêt que la Roumanie peut susciter dans la littérature française apporte également dans ce sens. Monsieur Tekulescu. Très bien, mais je suis tombé là il y a 2 jours sur encore un bouquin sur un Français qui voyage en Roumanie. Hein. Très complet, très bien fait. Oui. Bon, on n'a jamais entendu parler, ça s'appelle Georges Oudard. Je note, si vous permettez. Georges Oudard, je vous l'apporte. Oui. Donc c'est chez Plon, apparu chez Plon, en 1935, qui s'appelle Portrait de la Roumanie. Écoutez, c'est vraiment un enchantement, et c'est prémonitoire, c'est un peu ce que disait M. Alain. Écoutez, c'est ça très rapide. Le peuple roumain m'a paru excellent. Il a fait le tour, hein, il était parti. Il est intelligent, travailleur, honnête, sociable, artiste. Il a conservé ses traditions et aussi beaucoup de ses superstitions. Je saute en ce qui concerne l'ensemble du pays. Je répéterai que c'est un vieux peuple et un État jeune. Il n'y a pas 60 ans que la petite Roumanie a été officiellement reconnue indépendante. Bon, maintenant, ça fait 140 ans, mais bon, bref. Avant de la juger profondément, c'est prémonitoire, il est nécessaire d'attendre que le temps ait rajeuni ce peuple et vieilli cet État. Il est permis, dès aujourd'hui, pourtant, de prédire qu'il y arrivera, qu'il y parviendra sûrement à la condition que les hommes y aident, car rien ne s'accomplit sans eux. Écoutez, et juste un mot sur Carpathia, hein, parce que j'ai lu, j'ai lu ce livre. Écoutez, vous avez eu la gentillesse, M. Long a eu la gentillesse de nous lire un passage qui est dirons-nous, favorable au peuple roumain, mais dans l'ensemble, c'est exécrable. Ça, c'est consternant. C'est vraiment quelque chose. Ça se passe en 1830, et les Autrichiens, c'est des minables, les Allemands aussi, les Roumains, c'est des brigands et des criminels, il n'y a que les Hongrois. Les Hongrois sont excellentissimes d'un bout à l'autre de ce... Écoutez, c'est absolument invraisemblable. Moi, je tiens à votre disposition les impressions de voyage d'un Anglais. Donc l'Angleterre est loin. Donc envoyé par la maison d'Angleterre à Istanbul, qui s'attarde le long du Danube, et il passe en Hongrie, en Roumanie. Eh bien, c'est tout à fait le contraire de ce que dit ce monsieur Ménégoz. Moi, je ne comprends pas comment il a eu le prix Interact. C'est une fable, c'est vraiment une aberration qu'on devrait interdire. Je ne sais pas s'il ne faut pas le dire un peu au second degré quand même. Je nuancerai votre propos. Le personnage principal, là, le prince hongrois, n'est pas tout blanc. J'ai parlé de son intransigeance. Il est arrivé en pays conquis, et ce pays conquis, arrivé comme ça, attise forcément les tensions. Alors c'est vrai qu'il insiste un petit peu sur la bande de brigands. C'est lui qui a toujours raison, mais les autres ont tort. Bon, enfin, il y aura un petit débat à avoir, là, je ne sais pas. Enfin, il y a un second degré quand même. Mais... Votre
peu plus fort, monsieur Ratz, si vous Oui. pouvez. Quelles sont vos opinions concernant l'activité littéraire de Marc Bibescu? Ah, belle question. Je ne sais pas si j'ai des opinions, parce que je n'étais pas assez réfléchi à l'activité littéraire de Marc Bibescu. Bon, je la connais plus par ses relations culturelles, littéraires dans le monde occidental, etc., que je sais que c'est un personnage, enfin, à mon avis, très important de la vie culturelle franco-roumaine, disons. Hein. Cela dit, je ne saurais pas vous donner d'opinion très précise, sinon cette importance, cette étape décisive, au milieu d'autres dames, d'ailleurs, enfin, d'autres figures féminines de l'activité littéraire et culturelle franco-roumaine. Il y aura une réponse à la question de M. Ratz ce printemps, quand un descendant, enfin, parent de la famille, prendra la parole et parlera notamment de Marc Bibescu. D'ailleurs, vous avez beaucoup évoqué le prince Bibescu, et le vice-président de notre association est un descendant. Justement, il ne m'écoute pas, mais tant pis. Mihai, c'est de toi que je parlais, parce qu'on a répondu à la question de Marc Bibescu, et je disais, d'ailleurs, un parent éloigné, Aldo Comonescu parlera ce printemps, et toi, tu es là en tant que lié au prince Bibescu qu'on vient d'évoquer. Voilà. Donc, M. Ratz, il y aura une réponse. Vous allez avoir une réponse détaillée sur l'œuvre de Marc Bibescu. D'autres, M. Paléola. Merci, professeur, de votre très